Bonjour, Michel Calza, ingénieur à la division technique de l'INSU. Je vais vous présenter donc un système de mesure du géoïde marin, euh, travail que je vous expose qui est issu de 5 années de développement successif avec tous les intervenants que vous voyez sous le titre. Alors, de quoi parle donc faut rendre à César ce qui était César, c'est que ce projet a été financé et initié grâce à Pascal Bonnefond sur des crédits CNES, sur le projet FOAM, donc qui sert à la fois à mesurer du géoïde et faire de la calibration et de la validation de satellites altimétriques. Ceci sur plusieurs zones, et justement je vais y revenir plus tard, parce que c'est pas la même chose de faire ces mesures en fleuve que sur mer ouverte au Kerguelen. Alors, de quoi parle-t-on Le géoïde vs l'ellipsoïde. Moi-même, j'étais pas au fait de toutes ces affaires-là, donc j'ai appris ça en cours de projet. Donc, en fait, nous, ce qu'on mesure quand on met quelque chose à la surface de l'eau, avec des mesures donc, qui sont issues de satellites, c'est soit une différence par rapport à l'ellipsoïde, si on considère l'ellipsoïde, donc l'auteur où on est par rapport à l'ellipsoïde, c'est ce que nous donne le Z de votre GPS. Et nous, quand on va mettre notre système sur la partie bleue que vous voyez, en fait, on va mesurer le géoïde plus la partie dynamique, donc j'y reviendrai, ce qui impose qu'il faut mesurer cette partie dynamique pour revenir au géoïde. Donc il faut plusieurs instruments pour faire ça. Il ne faut pas que des éléments en surface. Donc ça c'est le schéma classique justement qui explique ce que le satellite nous donne, ce que nous on mesure grâce à quelque chose qui est sur une surface ou un marégraphe qui est sur le sol, enfin sur le fond. Voilà. Donc le système, enfin le cahier des charges. Alors, pardon, là, ça c'est la formule qui nous donne in fine la surface de l'eau. Et donc, comme j'expliquais, vous voyez qu'ici, il va falloir quelques paramètres supplémentaires pour revenir à une hauteur d'eau en absolu. Donc, quand je parle de hauteur, finalement, c'est ramené en absolu. C'est pas par rapport à quelque chose. Donc, à quoi ça sert in fine? Donc, ça peut servir par exemple, à mesurer, donc grâce au satellite, grâce à son défilement rapide, d'avoir une surface, enfin d'avoir une image de la Terre, de la topographie de la Terre grâce à la mesure de la surface, puisqu'on voit que donc quelque chose qui est au fond, en gros, je crois que une montagne dans l'eau qui fait 1000 mètres induit à la surface de l'océan une pose de 1 mètre étalée sur à peu près 100 km. En gros. Donc en mesurant justement ces écarts, ça nous permet de reconstruire la bathymétrie. Donc, ce qui permet d'avoir, encore une fois, grâce au défilement rapide des satellites, d'avoir une image de la Terre. Donc, les spécifications du système étaient les suivantes, c'est qu'on voulait donc, alors, mesurer quelque chose à partir d'un navire. Pourquoi? Ce qui nous permet d'utiliser les navires sur leurs trajets respectifs, et donc plutôt que faire des mesures ponctuelles, de faire des mesures sous des traces. Donc, encore faut-il que la trace du satellite, enfin pardon, le trajet du navire soit effectué sous une trace de satellite, mais ça nous permet d'avoir autre chose que des points ponctuels. Mais donc ce système, il devait fonctionner jusqu'à 15 nœuds parce qu'on se limitait à des navires océanographiques qui vont rarement au-delà de 20 nœuds, mais 20 nœuds, ça commence à faire beaucoup. Donc évidemment, de ne pas perdre les signaux des satellites, parce que là, si on les perd, on perd la référence. D'avoir une stabilité, alors j'ai toujours entendu dire des scientifiques qu'il nous fallait absolument... l'idéal, c'est d'avoir le centimètre en précision. Une autonomie de 5 jours, parce que rarement, pour ceux qui ont fait des demandes de campagne océanographique, avoir des navires au-delà de la semaine, ça commence à être très difficile, enfin dans notre domaine. Et enfin, l'échantillonnage, donc 1 Hertz, puisque c'est quelque chose de classique dans la mesure d'altimétrie. Mais si on monte en fréquence,
on peut avoir une information sur les vagues. Alors je donne tout de suite quand même que on peut avoir le module, donc la hauteur, mais la phase beaucoup plus complexe, ou alors il faudrait rajouter sur le système plusieurs antennes. J'y reviendrai. Donc, on n'a rien inventé dans l'immédiat, puisque des mesures ont déjà été faites à bord de navires, en posant des GPS sur des navires, et donc on avait le signal sur le navire. Le seul petit problème, c'est que le navire, il induit des mouvements. Donc il y a les 3 degrés de liberté du mouvement, hein, donc les 3 translations et les 3 rotations. Et ça se superpose à la mesure qu'on veut faire, puisque l'inertie du navire n'est pas nulle, donc les mouvements du navire ne sont pas corrélés avec les mouvements de la mer. Enfin, ils sont forcément décorrélés à un moment. Du coup, on se posait la question, donc l'avantage de mettre quelque chose sur un navire, c'est que c'est sur le navire, il n'y a rien à traîner, etc. Mais on récupère le signal du navire. Alors évidemment, on peut dire qu'on peut déconvoluer du signal en se servant de la centrale d'attitude du navire, mais en fait, ceux qui ont fait ça, ils n'ont jamais réussi à obtenir mieux que 7-8 cm en précision. Donc là, j'avais posé tout un tas de questions. L'autre chose qui avait été faite, c'est de tracter derrière un navire un système plus léger, donc qui permet de s'affranchir, enfin de diminuer l'inertie du navire. Seulement, le problème, c'est qu'on a une dépendance à la vitesse. Donc, donc le phénomène de déjaugeage, avec une variation de vitesse, il y a le système qui déjauge, et donc du coup, si votre antenne est votre antenne, donc votre hauteur donnée avec le satellite, va différer en fonction du régime de vitesse. Compliqué. Ou alors il va falloir monitorer la vitesse. Donc l'idée qu'on a eue, c'est en regardant un peu dans la nature, c'est qu'on regardait les algues qui ont une inertie très faible, enfin une masse très faible, et donc les algues, comme vous voyez, elles suivent l'ondulation de l'océan. Et donc du coup là on récupère, on se dit mais alors là du coup imaginons qu'on arrive à mettre une antenne là-dessus, on suit parfaitement les ondulations, donc on n'a pas les problèmes d'inertie, etc. Et on résout le problème. Et les problèmes de vitesse non plus, sauf que les algues elles bougent pas. Donc comment faire ça? Alors en fait on a imaginé de discrétiser l'océan, c'est-à-dire qu'en fait on a un système où on tracte, donc derrière le navire, hein, on tracte une antenne sur un système souple déformable, donc qui épouse la forme de la houle, et qui n'est pas sujetti à le phénomène de déjaugeage, puisque le bateau tracteur, donc il est devant ça. Ici, on a tout notre système électronique, et ça, c'est quelque chose qui va être souple. Donc c'est des panneaux de mousse, de mousse. Donc c'est pour ça que je dis un phénomène de discrétisation de l'océan, qui sont cousus les uns aux autres, donc c'est des techniques de voilerie, il va y avoir des films après, où le système donc, a une très faible masse, et donc épouse parfaitement l'océan. Alors on a commencé par faire des essais pour voir si c'était pas complètement uluberlesque notre système. On a été dans la piscine de l'Ifremer, où on va générer de la houle et on va tirer notre système. Donc là, vous voyez un premier système qui est beaucoup plus petit que le système actuel. Donc on a déjà notre antenne. Alors pour résoudre les problèmes de perte de signaux, l'antenne est montée sur un double cardan. Donc on essaie de rester à l'horizontale pour ne pas perdre les satellites. Et donc là, vous allez voir ce qui se passe. Donc là, donc c'est en photo. Donc le système qui va suivre parfaitement la houle. Vous voyez photo par au-dessus et par en dessous, et donc l'antenne qui reste à l'horizontale. Donc si je pouvais avoir le film essai 1. Donc là on est en statique, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas, et on a la houle qui arrive. Donc là c'est une houle qui commence à déferler. Donc on a un phénomène d'accordéon qui ne va pas apparaître quand on va le traîner, mais on voit qu'en fait le système, il suit la houle, et si vous regardez l'antenne, elle reste à peu près à l'horizontale.
Donc ça nous a conforté dans nos idées. Sauf que là, on est en statique. Donc on va essayer de passer à l'essai numéro 2, où on va être en dynamique, enfin ce que j'appelle le Propriano, bon voilà. Donc là, vous voyez qu'en fait, on a doublé on ne voyait pas très bien, mais on a doublé on pourra le rejouer s'il vous plaît. On a doublé la longueur de la nappe. Pourquoi? C'est parce que quand on la tire, il commence à y avoir un phénomène de planning. Donc on a dû éloigner l'antenne. Et tout le système donc, d'acquisition de données et d'énergie et donc est devant dans les zodiacs, là où en fait les zodiacs servent à la fois d'étrave et justement de support au système d'électronique. Donc là en fait il y a un bateau qui tracte et en fait donc le système, donc là jusqu'à donc après on a fait des tests en vitesse. Et jusqu'à une dizaine de nœuds, vous allez voir sur les résultats là, à la fin de l'exposé, on a très peu de dépendance, de variation de hauteur d'antenne liée à la vitesse de déplacement du système. Ah voilà. Donc là, on va tirer la nappe. Et donc là, vous allez voir que devant les boules là, eh ben en fait c'est très mauvais puisque la composante la fait couler quand on tire dessus. La composante hydrodynamique la fait couler, donc c'est pour ça qu'on est passé une étrave. Mais vous voyez que là, donc là c'est la houle et on avance dans la houle. Donc là, vous voyez, on suit. Voilà. Donc suite, alors c'était très difficilement modélisable cette affaire. Alors il aurait fallu faire un rapport de similitude entre la houle de 80 cm qu'on avait et la houle qu'on imaginait en mer. Donc imaginons qu'au Kerguelen on a 8 mètres de houle et là qu'on a 80 cm, donc ça fait un rapport 10. Et encore là-dedans il y a un carré qui doit jouer, enfin bon bref. Donc le développement du système, ça a quand même été une suite, j'allais dire, de développement à essai-erreur, quoi. C'est qu'on faisait un essai et après on modifiait. Et donc on a abouti à ce système, en fait à deux systèmes. On a un système hauturier. Alors les deux systèmes ont exactement la même longueur, ils font tous les deux 11 mètres. Mais il y a un système qui est plus large parce que, je veux dire, il supporte mieux les gros états de mer qu'un système côtier où c'est juste un zodiaque avec le système derrière qui est tiré, mais comme la houle est beaucoup moins prononcée donc en fleuve ou en proche côtier, on n'a pas besoin d'avoir cette surface plus prenante. Voilà, et donc là vous voyez des images où vous voyez que le système peut être déployé vraiment par il nous faut très peu de puissance moteur. Donc là vous voyez au Bangladesh, ça a été dans le golfe du Bengale qui a été utilisé, c'est carrément sur une jonque avec une puissance moteur très faible. Là c'était à La Rochelle avec le Tidalou qui doit avoir une centaine de chevaux je pense en moteur. Et là bon c'est le côte de la Manche où c'est plus fort. Mais c'est un système qui vraiment, comme c'est léger que ça flotte, on n'a pas besoin de puissance moteur. Donc au final, donc, on arrive à un système où on a pu annoncer que le système fonctionne donc jusqu'à une dizaine de nœuds en toute mer. Donc on a utilisé ce système en mer vraiment très contrainte qui est au Kerguelen. Pourquoi au Kerguelen? Parce que ça permettait de faire de la calvale de satellites altimétriques puisqu'il y a plusieurs traces qui passent à cet endroit-là. La zone est très bien décrite au niveau marégraphie grâce à des mouillages depuis une quinzaine d'années et puis le marégraphe à Port-au-Français dont Laurent Testu est le responsable. Donc du coup on est allé déployer là-bas le système, sauf que là-bas, donc je crois qu'il y a le film, donc là c'est vraiment les traces qui ont été faites. J'aimerais bien qu'on mette le film, est-ce que c'est possible de mettre le film état de mer pour qu'on comprenne les états de mer par rapport à... Voilà. Donc là, c'est l'état de mer. Alors, avant d'arriver à Kerguelen, donc là, on est par 48 sud. Il y a 40 nœuds de vent et il y a à peu près 8 mètres de creux. Donc on peut comparer, on peut voir... Ici, il y a une personne là, vous voyez là. Et la plage arrière, elle est à 8 mètres au-dessus de l'eau. Et en fait, paradoxalement, le système dans la grande houle
il fonctionne mieux que dans le petit clapot. Le petit clapot induit des oscillations assez rapides. Et voilà. Mais donc vous voyez, c'est des états de mer qu'on rencontre là-bas, puisque c'est le courant circumpolaire qui fait qu'il n'y a pas de terre, donc la houle s'auto-entretient presque. Et bon voilà, c'est un autre monde. Donc pour cette nappe, on l'a monté sur le Maillon du Frêne. Le Maillon du Frêne est un bateau de 120 mètres. On a toute la place qu'on veut. Et donc, avec Étienne et Pascal, on s'est quand même bien amusé à monter ça. Et donc, on a quand même fait des essais en mer pour voir si, justement, dans des conditions de vent, c'était ça fonctionnait encore. Donc là, si on peut voir la vidéo essai-care. Donc là, comme on l'avait jamais testé vraiment dans des gros états de mer, la nappe était traînée par un petit bateau, un petit bateau du Marion. Donc là, évidemment, c'est voilà. Et à côté, donc en Zodiac, je crois que c'est Pascal qui filmait. Donc là, on voit. Donc vous voyez là qu'on est quand même à 8-10 nœuds. 8-10 nœuds. Et là, il y a beaucoup plus de vent. Et donc, on a ici. C'était quand même difficile. Donc le système qui suit, voilà, comme tout à l'heure, mais bon, on va beaucoup plus vite. Et là, il y a du vent et de la houle, et encore de la houle pas très prononcée, parce que vous voyez que la côte n'est pas très loin. Mais bon, ça nous confortait avant d'entamer nos 5 jours de mesure. Je vais revenir, sinon je vais dépasser mon temps. Non, c'est bon. Ah oui, ça va donner mal de mer. Bon, mais là encore, c'est pas l'état de houle que je vous ai monté tout à l'heure. Voilà. Alors, vous voyez que la nappe, elle a pas pris des coups de soleil, mais en fait, il y a des photos où on est en 2016, la nappe elle est blanche, et où on est en 2018, la nappe est rouge. J'y arrive plus. Bon, tant pis. Voilà. Et donc là, vous voyez que ça nécessite quand même, je veux dire, toute une mise en œuvre avec quelque chose qui n'est pas conventionnel. Donc expliquer aux marins comment on met la nappe à eau sans la casser, c'est quelque chose d'un peu particulier. Après, comme les données ne sont pas, je vous dis, elles sont enregistrées ici dans le système les traves, on a un système de transmission HF XB où en fait, oui, on a un panneau de contrôle où en fait on voit que les données sont acquises. On n'a pas les données elles-mêmes pour le traitement final, mais on sait que les données sont transmises. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour revenir au géoïde, il faut donc connaître la météo, la marée, la bathymétrie, la gravimétrie, c'est même mieux. Et donc, on utilise tous les instruments du navire, donc du Marion Dufresne en l'occurrence, qui mesure tous ces paramètres-là, la courantométrie aussi grâce aux ADCP de Koch. On utilise le marégraphe qui depuis une vingtaine d'années de référence qui est à Port-au-Français. Et comme on était quand même assez loin de la zone du marégraphe, on a mis une station de base donc terrestre qui in fine est à moins de 20 km du point le plus loin, pour justement avoir qu'on ne soit pas trop éloigné d'un point de référence. Alors, quelques résultats. Donc ici, c'est une planche où vous voyez, sur ce graphe-là, ils ne sont pas très visibles, c'est qu'on voit que la dépendance à la vitesse est vraiment très, vous voyez, à moins d'1 millimètre par mètre par seconde. Donc le but recherché est atteint. Là, c'est des mesures qui ont été faites où on revient par rapport à une mesure ponctuelle au-dessus de marégraphe, et en fait on voit qu'on retrouve les points de mesure à quelques millimètres. C'est vraiment très très bon. Ici c'est le géoïde qui a été mesuré. Le géoïde qui a été mesuré donc en 99, et on revient entre les demi-sur. On revient, mais je vois pas, c'est pas. Ah si, mais je prévois le grand et grand. Mais ok, j'ai presque terminé. Donc là, cette planche-là permet de voir
Les points, quand on revient au-dessus des marégraphes, on retrouve les points au-dessus puisqu'ils mesurent une hauteur. Et par rapport au géoïde, on retrouve le géoïde. Et enfin, ça c'est une campagne, donc on a utilisé le petit système sur la Seine et sur la Gironde, et en passant près de marégraphes. Et on voit que en passant près des marégraphes à quelques millimètres, on retrouve les mesures, alors à la précision près des marégraphes, c'est ça le petit problème. Et aussi, l'aller et retour, c'est-à-dire qu'on retrouve à l'aller comme au retour, bon après il faut déconvoluer des signaux de marée, etc., on retrouve bien les mêmes mesures. Alors, quelques chiffres. Donc, ça fait depuis 2014 où, en gros, on a 1,5 personnes par an qui a travaillé sur le système, donc soit 6 personnes à temps plein depuis 2014. Donc là, c'est toutes les personnes de l'ADT qui ont travaillé dessus. Et je n'oublie pas toutes les personnes au début de ma présentation que j'ai listées. Le coût. Alors le coût, le prototype a coûté 100 kg parce que, comme je vous ai dit, il y a eu plusieurs choses qui ont dû être refaites. Le coût d'un prototype est toujours plus cher. On s'est adressé à un maître voilier c'est à coût de la plaisance, donc c'est un certain coût. Maintenant, on s'adresse à un sellier, c'est beaucoup moins cher. Et le coût actuel, c'est une quarantaine de kilo-euros, le coût principal étant quasiment le récepteur et l'antenne. Le reste, c'est de la couture, mais il y a un certain savoir-faire où on s'aperçoit qu'il faut bien suivre cette affaire-là. Il y a tout un tas de missions qui ont été faites sur la planète, et l'immédiat et le futur, c'est le fameux satellite SWOT qu'on entend beaucoup parler. La prospective, c'est que ce système-là, on est en train de le concurrencer par un système qu'on appelle Cyclopée, où en fait, à l'avant de bateau, on va mettre une antenne GPS, comme je vous ai dit, mais enfin, cette antenne GPS, pour ceux qui ont suivi, elle subit les variations de hauteur du bateau liées à sa vitesse, au pilotement, etc. Et donc, justement, en connaissant cette hauteur par rapport à l'eau, eh ben, on a résolu le problème. Et on résout ce problème en mettant un radar qui, couplé de manière physique à l'antenne, où en permanence, on a la hauteur par rapport à l'eau, la hauteur donnée par le satellite, et on effectue la même mesure. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Michel pour cette présentation et qui nous montre un équipement qui est quasiment unique. Est-ce qu'il y a des... Je pose ma question tout de suite. Est-ce qu'il y a déjà des... Est-ce que vous connaissez d'autres personnes, d'autres laboratoires de recherche ou entreprises qui essaient de mesurer comme ça le niveau de la mer avec des techniques un peu proches ou complètement différentes? Il y en a beaucoup qui restent à bord des navires. Ils utilisent le GPS des bateaux, mais ils n'obtiennent pas la précision à peu près centimétrique qu'on obtient. Mais sinon, c'est vous, c'est le lien, c'est l'Observatoire de Paris qui utilisait le système. Oui, j'avais une question à propos de l'utilisation de latitude pour corriger de l'orientation du bateau. Vous dites que ça dégrade en fait la qualité qu'on peut avoir sur la détermination de la hauteur. Moi, je pense pas. Latitude, sauf si on a une mesure d'attitude qui est très mauvaise sur le porteur. Si on utilise une centrale inertielle qu'on trouve sur des bateaux assez couramment, qui mesure à mieux que 0,1 degré cap roulis tangage, la correction des bras de levier nous amène pas, en tout cas juste cet effet-là, nous dégrade pas l'incertitude sur la verticale comme vous le dites. Donc est-ce que c'est d'autres effets qui font ça, ou alors est-ce que c'est effectivement l'attitude, et dans ce cas faudrait que vous développiez. Les personnes que je connais qui ont essayé de déconvoluer le signal, ils étaient à 10 cm près une finale, donc parce qu'il faut quand même que, donc du coup, au niveau horodatage, on soit synchrone. Et mieux que le Hertz avec une centrale d'attitude, c'est mort. Mieux que le Hertz. Enfin, je vous engage à faire les calculs. C'est pas moi qui les ai faits, j'ai un peu de mal à répondre. Moi j'ai des faits, c'est pour ça que je vous dis ça. En fait. Ouais, c'est pour ça que je vous pose la d'accord. question. Ouais, parce qu'effectivement, si on se dit oui, une centrale d'attitude, on peut résoudre le problème. Mais moi, je suis mécanicien à la base. On m'a toujours dit que rien ne vaut de couper le bruit à la source que de vouloir l'enlever après.
Et ça, c'est vrai, Pascal qui est à côté, il peut peut-être plus répondre que moi, parce qu'il traite les données. Difficilement répondre en chiffrant ça exactement. Je pense que le principe de base, c'est qu'effectivement, même si on arrive effectivement à corriger avec des centrales à inertie de ces phénomènes de tangage pays, etc., et ça, je veux bien croire en fonction des dimensions du bateau qu'on peut arriver à le faire le mieux possible. En revanche, les effets de variation de hauteur du bateau liés à la houle, etc., sont très difficiles à mesurer autrement qu'avec un système comme le GPS. Voilà, c'est autre chose. Non, je suis d'accord. Voilà. Donc sur les aspects La hauteur est prépondérante dans l'erreur, je pense. Oui, La hauteur liée au non, mais on commence à avoir pas mal de techniques, soit de correction avec des centrales à inertie, soit même de compensation des mouvements via des nacelles gyrostabilisées. C'est sur quoi on travaille aussi. Donc cet effet de stabilisation de l'attitude, c'est peut-être pas le problème majeur. Le problème majeur, c'est le mouvement vertical du bateau qui est couplé à ça. Pour nous, Et le déjaugeage, là franchement, c'est mortel, hein, dans la mesure. Ah là, c'est... Bonjour, Hamza de la société Fugro. J'ai 2 questions en fait. Est-ce que le système peut être déployé un peu partout dans le monde? Et si c'est le cas, est-ce qu'on utilise tout le temps OGM 2008 ou bien d'autres modèles de G8? Donc c'est la première. Et la deuxième, vu qu'on calcule un G8 marin, est-ce qu'on la compare avec des mesures gravimétriques issues d'un gravimètre? C'est en cours. Oui, bonne question. Effectivement, la gravimétrie, les dernières mesures qui ont été faites, il y avait un gravimètre sur le navire là, mais je ne suis pas sûr qu'on a encore les résultats. Non, on n'a pas encore complètement dépouillé les résultats. Le problème de la conversion aussi de la gravimétrie, de ce qu'on va enregistrer avec un gravimètre, qui a beaucoup de bruit quand même, hein, sur des conditions de mer telles qu'on a à Kerguelen, c'est pas négligeable au niveau de bruit. Et en fonction des longueurs d'onde qu'on veut retrouver, là on est sur des échelles spatiales qui sont de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres. Le gravimètre va intégrer des phénomènes qui sont à des échelles spatiales un tout petit peu plus grandes. La conversion entre les deux, c'est pas si simple que ça, quoi. Enfin, voilà, donc, on est en train de regarder ce que ça va donner au niveau de cette mesure qu'on a eue à bord du Marion Dufresne. Et c'est pas toujours si simple que ça d'avoir un gravimètre à bord des navires qui nous permettent de faire des petits surveys sur des zones particulières. Donc l'idée derrière ce système-là, c'est surtout de pouvoir mesurer directement une pente du géoïde qui contient bien sûr, comme l'a dit Michel, pas seulement le géoïde, mais aussi la topographie dynamique. Et suivant les zones, ça peut être non négligeable. Mais voilà, c'est s'affranchir un peu des autres systèmes. Alors on avait la chance sur le Marion Dufresne d'avoir et de la BATI, et de la DCP, et un gravimètre, plus le GPS. On va mettre tout ça dans la marmite et je vous promets qu'il y aura une publication qui montrera tout ça, mais pour l'instant, c'est pas encore gagné. Et est-ce que c'est toujours GM 2008? Surtout là, quand on travaille à 20 km des côtes, partout. Non, c'est pas suffisant. En tout cas, voilà, c'est aux échelles spatiales qui nous intéressent et si près des côtes, les erreurs de GM08, c'est des dizaines de centimètres, quoi. Donc, c'est largement au-dessus de ce qu'on veut en termes de précision. C'est un bon premier jet et ça dépend des zones. On a vu dans certaines parties du globe, le géoïde est relativement plat, ça marche relativement bien et on peut utiliser du EGM, mais sinon, pas pour des explications très spécifiques comme ça. Concernant l'antenne de réception, vous êtes acharné à ce qu'elle soit horizontale grâce à une position sur cardan et tout ça. Et dans la dernière présentation, dernière diascope, on voit que c'est à l'avant, à la proue du navire, et que c'est incliné. Alors j'ai peut-être mal vu, mais on voit que là, il y a la mesure vers la surface et on voit l'antenne très inclinée. C'est le bateau qui pilonne et en fait l'antenne reste droite. Mais c'était comme le bateau était dessiné droit, j'étais obligé d'incliner. Voilà. Mais bonne remarque. Et du coup, comment dire, voilà, si on remet droit, il reste droit.
Et en fait, bon, le projet a évolué, pardon, puisque ça date de 2 ans déjà, cette planche. Et on utilise maintenant un bras stabilisateur d'appareil photo pour garder l'horizontalité. Donc il n'y a plus de cardan en fait. Le cardan est remplacé par un bras stabilisateur, gyroscopique, même pas, c'est parce que c'est des inclinomètres. Mais voilà, on conserve l'horizontalité avec ce bras. Alors, en Et il fait, y a toujours l'altimètre en dessous qui nous donne la distance, puisque ça, c'est c'est obligatoire. c'est un complément d'information que j'ai donné hier dans l'atelier. Là, ce dont on s'aperçoit pas forcément quand on utilise les radars pour faire de la marégraphie, c'est que c'est plus des altimètres, quoi. C'est des systèmes qui fonctionnent sur le Doppler. Et où du coup, quand on a une certaine vitesse de la surface par rapport à l'onde radar, ou des phénomènes d'oscillation de ce type-là, eh bien, ces instruments sont incapables de retrouver une hauteur. Donc, ils ont un décalage Doppler qu'ils ne sont pas capables de maîtriser. Donc, en général, ils se mettent en défaut, ils donnent une valeur par défaut, ou des valeurs fausses pendant un moment qui décroissent jusqu'à temps qu'on ait une valeur par défaut. Donc, c'est un petit peu dangereux. Donc, on le voit rarement quand on l'utilise en termes que marégraphe, et pour son utilisation primordial qui était de mesurer quelque chose au moment où le radar est fixe. Mais dans notre cas, on est obligé d'abandonner ce type d'instrument pour revenir vers des altimètres type acoustique, pour qu'on ait une vraie mesure de temps aller-retour. Mais de la même façon, on s'était dit, a priori, c'est pas grave si on perd des mesures de temps en temps, on peut laisser le système balloter, mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a des phénomènes de résonance et que ça peut mettre longtemps à revenir à ce qu'on ait des mesures à la verticale. Donc, autant fonctionner sur des nacelles gyrostabilisées. D'autant que maintenant, pour des instruments qui sont relativement légers, tels qu'on l'a conçu maintenant, on en trouve dans le commerce relativement pas cher. Par contre, un marégraphe type Krone qui fait plusieurs kilos à gyrostabiliser, ça continue à coûter cher. Alors, l'ouverture du faisceau, c'est plus ou moins 6 degrés. Donc, suivant l'inclinaison de l'eau sur laquelle ça va taper, on va perdre du signal, ça va parvenir. Mais on peut monter jusqu'à 50 Hz. Donc, pareil, on se dit que on perdra de la mesure suivant la surface du clapot, je vais dire ça comme ça. Mais on va à une telle fréquence qu'on va quand même récupérer du signal. De toute façon, on n'a pas le choix.